Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast J'aime la paperasse où je reçois Mélanie Sénat pour aborder le sujet de créer son entreprise créative. On va voir dans cet épisode les différentes étapes de la création, comment préparer son projet en amont, comment réunir les meilleures conditions possibles pour le développement de son entreprise. On va aborder aussi des questions très pratiques en fin d'épisode pour avoir des conseils à appliquer vraiment juste à la fin de cet épisode. Et comme toujours, vous avez toutes les ressources, les liens utiles dans la description de l'épisode. Je vous laisse donc découvrir cet échange et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Mélanie, merci d'avoir accepté de faire cette interview avec moi aujourd'hui. Avec grand plaisir, Stéphanie. En plus, on se connaît déjà, c'est le plaisir de se retrouver, c'est cool. Exactement, puisque c'est vrai qu'il y a quelques années, j'étais passée sur ton podcast. Donc, c'est super de te recevoir de l'autre côté pour parler de l'entreprise créative. Donc, sujet qui va intéresser pas mal de monde parmi nos auditeurs, auditrices, parce que, mine de rien, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans les activités de création et qui hésitent souvent à développer cette activité. Donc, on va pouvoir leur apporter pas mal de conseils qui vont les aider dans ce parcours. J'espère. Donc, pour te présenter, je vais te laisser compléter, mais je vais quand même essayer de me lancer. Donc, tu es actuellement directrice marketing et communication. Oui. Et donc, tu vas nous expliquer un petit peu comment tu t'es lancée dans tout ce qui est création. Tu fais de la carterie, de la broderie, j'ai noté de la couture, aquarelle. Oui, un tout petit peu d'aquarelle, mais effectivement, oui, c'est couture et carterie principalement, de la broderie. Après, c'est un peu le problème, c'est qu'une fois que t'as mis le doigt dedans, tu fais plein de choses. Ça, on voit le côté passion qui ressort tout de suite. Oui, et puis j'ai 42 ans, donc j'ai aussi quelques années derrière moi d'expérience, on va dire, ou en tout cas de pratique créative, c'est certain. Oui, ça doit faire au moins 15 ou 20 ans. Donc à force, on accumule un petit peu des choses, du matériel pour pouvoir faire plein de choses. Et puis il y a tellement de nouvelles pratiques créatives qui sortent sur les arts du fil ou sur les arts graphiques, etc. Il y a tellement de choses. Donc après, on a envie de tout faire. C'est un peu le problème. Enfin, et c'est pas un problème. En fait, le problème, c'est le temps. Voilà. C'est pas la création, le problème. C'est le temps qui manque. Et puis, tu ne fais pas que pratiquer parce que, à la base, si on s'est connus, c'est donc grâce à ton podcast, le podcast Fait Main, donc qui est consacré justement à la création avec, il me semble, plus d'une centaine d'interviews aujourd'hui. Quasi, 130 audios et je vais arriver quasiment à la 100e interview dans quelques semaines, sans doute à la rentrée de septembre. Ouais. C'est comme toi, j'imagine, parce qu'on n'en a jamais vraiment parlé de pourquoi t'as fait un podcast, mais ce qui est génial avec un podcast, donc moi en l'occurrence sur toute cette activité créative, artistique, entrepreneuriale, c'est de rencontrer des personnes qui partagent les mêmes passions que nous. Et puis finalement, au fur et à mesure des épisodes, je pensais pas au départ en créant le podcast, mais au fur et à mesure, je me suis dit en fait le fil rouge c'est l'entrepreneuriat créatif. Donc c'est justement comment je vais arriver à vivre de ma passion une fois que par exemple typiquement moi je fais des cartes. Donc comment je donne envie à des gens qui n'écrivent plus, qui n'envoient plus de cartes, d'écrire des cartes et donc de me les acheter par exemple, ça peut être ça l'idée derrière une entreprise créative. Après c'est très très large parce qu'il y a comme tu disais beaucoup de supports de création, l'aquarelle, les arts du fil, donc ça peut être de la couture, de la broderie, du tricot, du patchwork, du tufting, du punch needle, il y a tellement de choses. Dans la peinture, c'est pareil. Après, évidemment, il y a aussi tout le travail du bois, de la terre, du papier, c'est sans fin. Et donc, quand on aime faire ces choses-là, il y a un moment donné, on se dit, si je pouvais en faire mon métier, ça serait quand même pas mal. Et des fois, ça fonctionne. Enfin, c'est pas des fois ça fonctionne, c'est on peut se donner les moyens que ça fonctionne. Et je crois que c'est aussi pour ça que tu m'as invitée, c'est pour parler du livre que j'ai écrit sur le sujet.
Bah, entre les interviews et le livre. Voilà, effectivement, il y a un moment donné, on se dit tiens, comment je peux arriver à concilier ma passion et mon envie d'en faire une activité professionnelle. Et effectivement, avec au travers des interviews que j'ai fait sur le podcast et que je fais encore, bah c'est très riche d'enseignements parce que la personne, la créatrice ou le créateur, va nous raconter son parcours, ses projets, ses motivations, ses doutes, ses peurs, ses plein de choses qui vont nourrir en fait notre propre réflexion. Et se dire ah bah tiens oui effectivement là je rencontre la même chose mais finalement cette personne elle s'est lancée. Donc voilà où ça a peut-être pas marché tout de suite mais finalement elle a persévéré et puis ça a fonctionné ou c'est en train de fonctionner. Ouais, c'est toujours une source d'inspiration. Oui. Justement, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours? Donc comment ça a commencé, où tu en es aujourd'hui avec l'évolution à travers le podcast et tout ce qui a fait son chemin derrière? Ah oui. Alors donc comme tu le disais, je suis directrice marketing et communication et là je suis en pleine transition. Enfin, je suis même en train de finir cette transition vers un nouveau, pas tout à fait un nouveau métier, mais en tout cas un nouveau positionnement. C'est que je me mets à mon compte à 100%. J'avais donc cette activité salariée de directrice marketing et communication depuis 6 ans dans la même entreprise. Donc, comme je vous disais, j'ai 42 ans, donc j'ai déjà une vingtaine d'années d'expérience sur ce poste-là. Je crois que toujours au fond de moi, je me suis dit qu'un jour j'allais entreprendre, mais sans savoir vraiment pourquoi, comment, dans quelles circonstances, etc. Mais ça a toujours fait un petit peu partie de moi. Ça, je pense que c'est lié à mon papa qui était qui s'est mis à son compte, pareil. Enfin non, pour le coup plus jeune que moi, mais il était artisan. Après, il a créé une entreprise autour de l'électricité, la plomberie, tout ça. Donc un univers qui n'a rien à voir, mais il avait une entreprise avec des salariés, etc. Donc j'ai toujours baigné là-dedans. J'ai même ça a été ma première expérience professionnelle l'été pour travailler pour l'aider dans son entreprise, etc. Donc voilà, j'ai toujours été salariée et puis il y a 4 ans, j'ai découvert les podcasts et je me dis mais c'est trop bien, ça permet de vraiment d'aller rencontrer des gens qui nous intéressent. En l'occurrence, moi c'était les créateurs et les créatrices que je suivais sur Instagram et je me disais mais c'est trop bien ce qu'ils font, ils font ça toute la journée, ils sont payés pour, enfin ils arrivent à avoir une rémunération pour leur travail créatif. C'est excellent, mais comment ils en sont arrivés là? Est-ce qu'ils arrivent à en vivre? C'est toujours cette question de dire est-ce que finalement, il y a ce qu'on voit sur Instagram ou sur Internet de manière générale, et puis après il y a la réalité. Donc c'était une vraie question. Est-ce qu'ils arrivent à en vivre? Après, comment ils réfléchissent à tout ça? Comment ils se sont lancés? Comment ils voient évoluer leur métier, leur positionnement, leur entreprise, et comment aussi justement ils passent de finalement donc potentiellement anciens salariés, parce que c'est souvent des histoires de reconversion. La plupart du temps c'est le cas. Donc comment on passe aussi, comment on assure cette transition là. Est-ce que il faut tout couper du jour au lendemain, de dire c'est vraiment on-off, je suis salarié et tac, je me mets à mon compte en micro-entreprise, c'est souvent le cas, en micro-entreprise pour démarrer, et puis ça y est, je vends mes créations, etc. Voilà. Donc c'est tous ces sujets-là qui m'ont beaucoup intéressée, et j'ai lancé le premier épisode en septembre 2019. Et aujourd'hui, comme on le disait, effectivement, une centaine d'interviews plus tard, ça m'éclate toujours autant de rencontrer en fait des gens. C'est ça qui est génial. Et puis j'ai pas eu tout de suite l'envie d'en faire mon métier à plein temps parce que j'ai toujours été salariée, donc c'est difficile de se dire quand même un jour. Allez, je me lance et je ne compte que sur moi-même pour être ma propre source de revenus et assurer mon salaire tous les mois de l'année pendant, si possible, le plus longtemps possible. Donc ça, c'est pas évident. Mais j'ai construit les choses au fur et à mesure. Donc le premier podcast fait main en 2019. Moi, j'avais un rêve quand j'ai créé le podcast, c'est de le faire sponsoriser par Cultura. C'était mon truc. C'était j'adore Cultura, l'enseigne. Et donc, je m'étais dit, il faut que je contacte Cultura pour faire quelque chose avec eux. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, ça a mis un petit peu de temps parce que, comme pour tout le monde, il y a eu le Covid entre-temps. Donc, il y a des choses qui ont été mises en stand-by, etc. Mais 2 ans après,
le premier contact avec Cultura, et ben on a lancé le podcast Cultura Créa, qui est le podcast de la communauté créative de Cultura. Voilà, donc c'était encore mieux que mon idée initiale de faire sponsoriser mon propre podcast par Cultura. Et en fait, avec ce deuxième podcast, là j'avais des revenus récurrents, beaucoup de travail dans mon activité salariée et dans cette activité-là. Je commençais à me dire bon bah c'est cool, mais ça fait quand même des journées bien remplies. Et puis en avril l'année dernière, avril 2022, il y a une éditrice de Créapassion, Anne, qui me sollicite pour écrire un livre sur l'entrepreneuriat créatif. Et donc moi, c'était un de mes rêves d'écrire un livre. J'adore lire, j'adore les bouquins de loisirs créatifs, et j'aime écrire aussi. J'avais eu un blog par le passé, quand c'était l'époque des blogs, etc. Donc tout de suite, j'ai dit bah oui, bien sûr, je me lance. Voilà, et donc ça a rajouté une couche de travail supplémentaire à cette année 2022, qui était déjà un petit peu chargée. Et il y a un truc que j'ai pas précisé, mais qui est pas tout à fait anecdotique, c'est que je suis maman de 2 enfants. C'est vrai, ça change voilà, un peu. Voilà, tu sais, toi-même tu sais. Et alors elles sont grandes, elles ont 11 et 14 ans aujourd'hui, donc voilà, elles sont pas en bas âge non plus, donc c'est beaucoup plus facile. C'est d'autres soucis, c'est pas les mêmes, tout ça, mais bon, c'est plus, voilà, ça prend un petit peu moins de temps. Et voilà, je suis mariée également, mais il aime pas dire que il me prend du temps. Il aime pas m'entendre dire qu'il me prend du temps, donc je le dis pas comme ça. Mais voilà, donc il y a cette vie de famille aussi. Et tout ça pour dire qu'à un moment donné, je me suis dit, ça commence à faire beaucoup tout ça. Et c'était aussi le moment où mon entreprise s'est fait racheter. Et donc je me disais, bah c'est aussi l'occasion pour moi, sans doute, de changer un peu de périmètre. Mais finalement, c'était pas tout à fait possible dans les conditions géographiques. Moi, j'habite à Grenoble et l'entreprise est à Paris. Enfin bon, bref, je vous passe les détails. J'avais demandé aussi à travailler à temps partiel à 60%, ce qui est pas tout à fait commun. Généralement, c'est plutôt à 80% qu'on demande. À 60%, ça fait 2 jours off, enfin 3 jours de travail salarié, 2 jours off pour d'autres activités. Et puis finalement, je me suis rendu compte que même 2 jours, ça serait pas suffisant, et que je courrais toujours après le temps. Donc, à un moment donné, j'ai pris la décision de vraiment me mettre à mon compte et de me dire, bon, bah, allez, je me lance avec tous les risques, entre guillemets, que ça comporte. Mais j'ai essayé de faire en sorte d'avoir le moins de risques possible pour justement que ce soit pas, que ce soit pas trop compliqué et une charge trop importante, une charge mentale trop importante de se dire, oh là là, voilà. Par exemple, j'aurais été parent solo, j'aurais sans doute pas fait comme ça ou dans d'autres, enfin bon bref, voilà, il faut toujours réfléchir aussi à son propre contexte. Oui, ça c'est très important effectivement, mais c'est ce qui fait aussi que tous les parcours sont aussi différents, c'est que forcément on ne part pas du même point. Parce que on n'a pas le même parcours d'études, de travail, de contexte, même le contexte dans l'enfance, comme tu disais, le fait d'avoir eu un parent qui lui-même a eu son entreprise, ça fait quand même quelque chose, je pense, de manière même inconsciente où on sait que c'est possible. C'est pas, voilà, même si on ne l'envisage pas forcément personnellement, je pense que ça laisse quand même une trace quelque part et on se lance peut-être plus facilement. Aussi. Oui, ou en disant qu'effectivement c'est possible. Par contre, je me suis toujours dit, mais ça c'est peut-être aussi, ça fait écho à l'histoire de l'entreprise de mon père, je me suis toujours dit, par contre, pas de salarié. Je veux travailler seule. Je te comprends, je crois que je me suis fait la même réflexion. Après, tu vois, j'aime travailler en équipe. Là, aujourd'hui, dans mon équipe actuelle, j'encadre 4 personnes, 3 personnes. On est 4. Donc c'est pas le problème de travailler en équipe, c'est plutôt tout ce que ça engendre d'avoir une équipe à manager et dont tu es le seul responsable. Enfin bon, évidemment ça peut changer, mais pour l'instant je suis plutôt dans un mode seul et c'est très bien. Oui, de toute façon après ça peut évoluer. Beaucoup d'entreprises ont commencé comme ça et puis ça s'est développé. Mais oui, c'est une toute autre étape d'avoir des salariés. Exactement. Ouais. Donc pour l'instant, c'est ce chemin-là que je suis en train de suivre. On verra jusqu'où ça me mène. Pour l'instant, j'ai encore 3 jours de travail salarié et ensuite je suis complètement à mon compte. Donc pour l'instant, je suis plutôt dans un état un peu d'euphorie et d'enthousiasme de tout ce qui peut arriver. Et quand je disais aussi, je parlais du risque.
j'ai aussi attendu d'avoir une certaine pas une stabilité, mais j'ai des revenus récurrents aujourd'hui avec le podcast de Cultura, avec une mission en marketing que j'ai aussi déjà démarrée. Donc voilà, et donc c'est pareil, tout ça se construit au fur et à mesure du temps. Souvent, je trouve que quand on regarde sur Instagram, on voit finalement que le résultat. La plupart du temps, on voit la fin du projet, l'aboutissement, alors qui est le début finalement d'une commercialisation ou quelque chose, mais on voit le résultat et on voit pas nécessairement tout le chemin et les aléas et tout ça. Donc moi j'aime bien quand même redire, tout ça s'est construit avec le temps, et voilà, là je vais fêter les 4 ans du podcast dans 3-4 mois, donc ça fait 1 an et demi que je travaille avec Cultura. C'est pareil, il faut se laisser le temps pour que les choses se mettent en place et structurer notre activité. Et je trouve ça super intéressant que tu abordes ça, parce que c'est vrai que on voit souvent le fait de se lancer et que l'entreprise cartonne très très rapidement, et du coup on a l'impression que le fait de prendre son temps, c'est mal. Que ça veut dire que c'est quelque chose, c'est toi qui gères mal ton projet, ou alors tu n'as pas assez d'ambition, ou tu n'oses pas assez, ou en tout cas c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Alors que l'entreprise qui se lance et cartonne en quelques mois, c'est plutôt l'exception, hein. En général, un projet, ça prend du temps. Oui, c'est exactement ça, parce que ça m'évoque plein de choses. La première, moi, il y a un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle La Leçon. C'est Pauline Grisoni qui reçoit souvent, c'est quand même des personnalités, donc des gens potentiellement qu'on connaît, et qui vont raconter une période de leur vie où ça n'a pas été tout à fait, ce qu'ils ont entrepris n'a pas été tout à fait un succès tout de suite, mais en fait, ils ont pu en tirer une leçon qui leur a permis derrière de performer ou d'avoir un autre succès derrière, etc. Ça peut être, tu vois, des gens qui ont loupé un casting, genre toi tu loupes le casting de Titanic, bon bah tu t'en veux un peu, quoi. Mais tu vois, ce genre de choses. Donc finalement, ce qu'on retient de ce genre de récit, c'est que il y a des fois, quand c'est pas le moment, en fait c'est pas le moment et ça viendra plus tard. Que même ce qui vraiment te fait mal à un moment donné, parce que t'as le sentiment d'avoir loupé, je mets des guillemets, un truc, finalement peut-être que c'était pas si grave et que ça sera pour autre chose plus tard. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais tu sais, tu loupes un entretien d'embauche et t'es dégoûté, tu te dis ah mais purée, c'était quand même le job pour moi et tout, je comprends pas pourquoi j'ai pas été prise, machin. Et puis 2 mois après, tu trouves le truc qui est vachement mieux. Ouais, complètement. Voilà. Et après, ce sentiment de se dire je vais pas assez vite, c'est qu'on peut avoir peur de louper quelque chose, tu vois, en se disant ah oui mais c'est maintenant, tu vois, c'est maintenant qu'il se passe le truc, là c'est maintenant qu'il y a de la demande sur tel truc que moi je pourrais apporter, mais je suis pas prête ou je suis pas. Oui, mais en fait globalement, tu vois, si je reprends l'exemple de tous ces passions créatives. Bon, il y a quand même des chances que, par exemple, on achète encore des peintures. Si on vend des originaux, il y a encore des chances qu'on achète des peintures en 2024 et en 2025 et tu vois, au-delà. On aura, tu vois, on pourrait se dire, je vends des créations en couture 0 déchet. C'est maintenant, tu vois, le 0 déchet. Oui, ok, mais en fait, en 2024, il y aura encore des gens qui auront besoin, qui n'auront pas fait leur transition, ou même si c'est du 0 déchet, des fois, on a besoin de remplacer, tu vois, je dis n'importe quoi, des petits carrés lavables pour le visage ou des choses comme ça. Donc en fait, ce sentiment, je pense, c'est normal de se dire ah oui mais là je vais louper le bon moment. En réalité, quand on sauve pas des vies, c'est peut-être pas non plus dramatique de prendre un peu plus son temps et que ce soit le bon timing aussi pour soi. Ouais. Tu vois, parce qu'il y a un moment donné. Ça veut dire quoi? Tu te mets la rate au courbouillon pour te dire ah oui mais là tu vois, j'ai un exemple parfait. Donc je travaille avec Hélène qui a créé des pochoirs de dessin thématiques qui s'appellent Griffographe. Elle reçoit ses prototypes d'un nouveau pochoir sur les fonds marins. Les fonds marins, c'est plutôt pas mal de vendre ça en été. Et en fait le pochoir, le moule créé par le fabricant a été mal créé. Il a été fait à l'envers, ce qui fait que les pochoirs sont inversés. Aujourd'hui, elle est obligée de relancer la production, mais ça veut dire qu'en fait, au lieu de sortir les pochoirs en juillet pour les fonds marins, elle va sortir en septembre ou en octobre. Bon,
ça fait un peu ça fait un peu de peine quoi de se dire ça fait des semaines et des mois qu'on travaille sur un truc qui finalement va pas être là tout de suite et qui potentiellement va louper un peu son moment quoi, tu vois. Et en réalité, on a communiqué auprès de la communauté griffographe déjà un petit peu en amont pour parler aussi un petit peu de la nouvelle thématique, pour faire monter un petit peu la mayonnaise, donner envie et tout ça. Et puis finalement, après, c'est eux qui nous ont dit, c'est pas grave, on va attendre en fait. Encore une fois, on sauve pas des vies, c'est juste on fait des dessins quoi. Donc les gens finalement vont aussi acheter un pochoir, même si c'est sur les fonds marins, ils vont aussi l'acheter en octobre. Voilà. Donc il faut aussi, je pense, prendre un petit peu de recul. C'est toujours embêtant quand on a investi beaucoup de temps et éventuellement de l'argent aussi. C'est toujours très difficile de prendre du recul, mais c'est ce qui peut nous permettre de pas de sauvegarder notre santé mentale et de se dire c'est un petit loupé, mais je savais qu'en fait entreprendre, c'est prendre un risque et que fatalement il y a des hauts et des bas. Et en fait, c'est exactement ce que tu dis. Le succès immédiat de n'importe quel projet, c'est très rare. Et puis ça peut te dire ah oui mais la chute va être plus difficile quoi, parce qu'il y a un moment donné, c'est vrai. Les success stories d'entreprises comme ça qui n'ont jamais retombé, ça doit pas exister beaucoup, tu vois. Là, typiquement, je pense à Apple en disant ils sont plutôt au top, etc. Bon, sauf qu'en fait, c'est pas les leaders du marché. Apple a failli se casser la figure aussi un certain nombre de fois. Donc toutes les activités comportent un certain nombre de risques, de périodes difficiles. Et puis on n'est que des humains, donc il y a aussi la propre capacité de l'entrepreneur et de ses équipes à mener les différentes activités, les différents projets au bout, etc. Donc je pense qu'il faut qu'on se laisse un peu, qu'on se foute un peu la paix, si tu me passes l'expression, parce qu'il y a des fois on se met une pression trop importante. Donc voilà. Il y a un truc aussi, je trouve, tu vois, moi qui m'a beaucoup fait retomber un petit peu en pression, c'est d'arrêter de suivre les comptes des personnes qui font la même chose que moi. Donc et ou qui veulent faire, ou les personnes qui font ce que moi j'ai envie de faire plus tard. Tu vois, sur l'entrepreneuriat créatif, voilà. Moi, j'ai envie d'accompagner des entrepreneuses créatives à développer leur activité dans la continuité du livre que j'ai écrit et puis de toute mon expérience en marketing et en communication, notamment en développant des ventes, etc. Et il y a des personnes qui font déjà ça. Et en fait, de les suivre sur Instagram et de voir comment elles avancent par rapport à moi, où je trouve que je suis en retard, entre guillemets, selon mon propre planning, en fait, c'est terrible, quoi, de se dire, oh là là, tu vois, tous les jours, tu regardes, ah ouais, mais elle a fait une vidéo super bien. Et là, ah oui, mais ça y est, elle a sorti sa formation. Oh donc, en fait, il faut redescendre un petit peu. Et comme tu disais, ça sera notre rythme et ça sera le bon. Ouais, et là-dessus, je te rejoins complètement, déjà parce que je l'ai vécu et je sais que beaucoup d'entrepreneurs le vivent à un moment donné. Tout ça, c'est très largement amplifié par... on est quand même dans une époque où il y a beaucoup de communication, d'informations qui nous arrivent de manière pas toujours contrôlée, pas toujours choisie, vraiment. C'est pas la même chose que quand on fait la démarche d'aller voir. Là, on allume son téléphone et hop, on est bombardé on voit telle personne a fait ça, telle personne a fait ça, et on a l'impression que le monde entier avance à fond et que nous on est toujours là à la traîne, et puis surtout on ne voit qu'une partie à chaque fois. On n'a pas le recul pour voir que peut-être que cette personne avance là, mais parce que à côté elle ne gère pas autre chose, elle n'a peut-être pas la même vie tout simplement, ou peut-être que il y a tel autre aspect qui fonctionne moins bien, ou elle a mis l'accent là alors que toi tu vas plutôt privilégier je sais pas, peut-être qu'elle travaille sur une nouvelle offre et toi en ce moment tu es en train de fidéliser plutôt ta clientèle. Enfin, il y a plein de choses à différentes étapes. Oui, et souvent et même c'est dans complètement la vie incomparable. Et encore plus, ouais. Encore plus avec la vie perso. On n'a pas du tout les mêmes parcours, les mêmes vies. C'est exactement ça, tu vois. Tu peux pas comparer, mais c'est souvent ce qu'on fait. Mais il faut vraiment qu'on arrête.
Tu peux pas comparer quelqu'un qui a toute son énergie à consacrer à son activité parce qu'elle a pas d'enfant à quelqu'un qui est déjà installé dans la vie, peut-être avec d'autres charges aussi que les siennes, qui a des enfants, qui a un contexte familial sans doute différent. On n'en parle pas beaucoup aussi, mais il y a plein de personnes qui sont aidants d'un proche qui est malade, etc. Et typiquement, tu vois, moi, des fois, on me dit, mais comment tu fais pour faire tout ça? Bah, en fait, moi, j'ai très peu de famille sur place. J'habite à Grenoble, mes parents, ils sont en Bourgogne. Voilà, c'est pareil, la famille de mon mari est loin, donc déjà le dimanche à midi et après-midi, bah en fait on est chez nous, on fait ce qu'on veut, voilà, on a notre temps libre. Si on était proche, ça serait sans doute, on aurait moins de temps disponible en fait pour nos activités aussi. Voilà, il y a le cas effectivement des personnes qu'il faut qu'on accompagne aussi. Si on a un enfant qui a des difficultés, c'est pareil, ça prend une énergie folle. Et quel que soit le type de difficulté, hein, peu importe le sujet, mais c'est vraiment un truc où il faut pas se comparer, quoi. Et c'est ultra difficile à faire, mais je pense que des fois, bah, il faut se dire, oh, ok, là, je suis en train de me comparer, ok, je viens de m'en rendre compte, allez, maintenant, j'arrête et je passe à autre chose, parce que c'est tellement normal de comparer les situations des uns et des autres, mais en réalité, enfin, tu sais, sur Instagram aussi, on voit justement plein de choses. Et on a l'impression que de connaître la vie des gens, ben en réalité non, c'est que des morceaux choisis, ultra maîtrisés. Et il y a un moment donné, justement, dans le livre, j'en parle. Tu peux avoir, tu sais, quelqu'un qui te fait le tour de sa maison et qui te fait rêver. Sa maison, elle est trop bien et tout ça. Ça se trouve, à côté de ça, il y a 3 barres d'immeubles, il y a son voisin qui tombe 2 heures par jour tous les jours, ou les chiens qui, enfin. Tu vois, en fait, tu sais jamais vraiment ce que les gens vivent, donc il faut voilà, redescendre un petit peu et en fait juste se concentrer sur soi et passer à l'action. Voilà, ouais, se recentrer, je pense, c'est pas mal. Ouais, vraiment. Surtout que derrière, il y a aussi une question de choix, hein, de choix de vie, oui, où bah forcément, on ne peut pas être à 200% partout. Donc à partir de là, bon bah il faut assumer bah la vie qu'on a. Je dis il faut entre guillemets, hein, c'est pas du tout à prendre comme oui, il faut faire ça avec une injonction de plus. voilà. Ouais. Non, mais c'est exactement ça. Tu vois, moi, avec le recul, il y a eu une période, enfin les premiers mois du podcast où j'ai diffusé un épisode par semaine. Aujourd'hui, je me dis mais comment j'ai réussi à faire ça? Ça me paraît voilà, mais parce que c'est exactement ce que tu as dit, c'est un choix que j'ai fait à un moment donné. Dans un certain contexte. Voilà, à un instant donné, j'ai donné tout mon temps là-dessus. Parce que j'avais un objectif qui était d'avoir plein d'épisodes pour ensuite contacter Cultura. C'est exactement ça. Contacter Cultura et avoir des choses à leur montrer. Et donc, voilà, je voulais créer cette communauté autour du DIY, de l'entrepreneuriat créatif. Et donc, ça s'est fait dans le temps. Et c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure. C'est en mars 2022 où j'ai demandé à faire autre chose dans mon entreprise et à être à temps partiel. Ça a mis 1 an et 3 mois à ce que ce soit le cas. Donc, c'est un peu long, mais voilà, ça se construit avec le temps. En tout cas, chacun a son rythme. Voilà. Il y en a qui iront peut-être vite, il y en a qui prendront plus de temps et bah c'est pas un problème. Voilà, il faut de tout. Tu parlais de ton livre, dont je crois qu'on n'a toujours pas cité le titre, donc Mon entreprise créative. Tout simplement. Chez Créa Passion. Que j'ai eu le plaisir de lire. Et donc, dans ton livre, il y a toute une partie consacrée à l'élaboration du projet. Et donc, qu'est-ce qui te semble vraiment indispensable dans cet aspect de préparation, dans cette phase de préparation? Alors, il y a plein de choses, parce que comme tu le sais, dans la création, oui, dans la création d'entreprise, il y a plein d'aspects. Et tu sais, souvent en écrivant, je me disais, donc j'ai beaucoup écrit l'été dernier, et donc je me disais, je commençais souvent en fait chaque partie en disant ça c'est hyper important. Et après je me disais en fait tout est hyper important. Bon, ok. Mais typiquement, la première chose, c'est être sûr que nos créations plaisent. Enfin, quand là, je parle de l'entrepreneuriat créatif, mais c'est de la même manière, tu vois, c'est d'avoir, quel que soit le sujet, c'est d'avoir une offre qui va être pertinente. Donc, ça veut dire d'avoir en amont bien étudié le marché. Est-ce que j'ai quelque chose de différent à apporter? Voilà, je pense que c'est quand même la question un petit peu par laquelle on peut commencer. Ensuite, est-ce que je me sens les épaules pour développer cette activité?
Est-ce que je veux le faire seul ou en étant accompagné avec d'autres personnes, tu vois, un associé, ou me faire accompagner aussi par je fais souvent référence à un coach, mais en fait dans le livre, mais peu importe si c'est votre meilleur ami, un mentor, n'importe qui, mais quelqu'un qui va pouvoir vous aider à prendre un peu de recul sur tout ça et vous donner des bons conseils. Ou simplement vous écouter, parce que des fois on a aussi juste besoin d'être écouté. Donc voilà, comment je vais lancer cette activité, comment je peux aussi booster un peu ma confiance en soi, en moi, parce que j'ai pas de stats, enfin si, je crois que j'en avais trouvé une pour le livre, mais c'est au moins 70 ou 80% de personnes qui sont confrontées au fameux syndrome de l'imposteur, où on se dit non mais c'est pas pour moi, je suis pas capable de faire ça, je suis pas légitime, c'est pas ma formation initiale, je suis autodidacte, etc. Mais peu importe, en réalité on s'en moque que vous ayez appris par vous-même, c'est pas, il vous faut pas une formation en entrepreneuriat pour lancer votre entreprise. Il vous faut pas, si par exemple vous faites de la couture, c'est pas nécessaire d'avoir un CAP couture pour savoir coudre, etc. Et en fait, voilà, ce qu'il faut simplement, c'est être convaincu que vous avez quelque chose à apporter de différent par rapport aux autres. Et après, les compétences qui vous manquent, si vous trouvez qu'il vous en manque, ben elles se trouvent en fait. Soit vous allez les apprendre, soit vous pouvez aller les chercher auprès de d'autres personnes. Les plus grosses entreprises, elles fonctionnent pas tout seules. C'est pas uniquement le PDG qui a la science infuse et qui sait tout faire et qui va tout faire tout seul. C'est d'ailleurs souvent, il y a des entrepreneurs qui disent moi je m'encadre de personnes qui sont meilleures que moi. Et c'est vraiment, tu vois, comment dire, qui vraiment sont très conscientes de leurs possibilités, de leurs capacités. Et en disant moi non, il y a certaines choses où c'est pas ma partie et moi j'ai d'autres compétences, mais les personnes que je choisis pour le marketing, la gestion de la relation client, la logistique, la production, etc. C'est des personnes qui sont meilleures que moi et qui n'ont pas de problème, tu vois, avec ça. Donc voilà, c'est aussi bien s'entourer, bien être bien encadré. Et puis après j'ai envie de dire le reste va suivre. Tu vois, je faisais référence à la communication, être visible, se démarquer des concurrents, etc. La difficulté souvent quand on est solopreneur, donc à son compte, un peu tout seul, etc., c'est que du coup, il va falloir faire tout seul tout, parce que on n'a pas les moyens, généralement quand on démarre, de faire appel à des gens à gauche, à droite, etc. Si c'est la peur que vous avez, peut-être ça veut dire qu'il faut voir les choses différemment et construire le projet différemment en disant comment je peux financer le développement de ma structure, parce que je sais que de base, je vais vouloir m'entourer de telle et telle compétence que je n'ai pas aujourd'hui. Donc il faut voir aussi un petit peu quelle est son ambition, mais comme dans n'importe quel projet finalement, c'est est-ce que je veux faire un petit truc entre guillemets, et dans le petit, il n'y a pas de jugement, c'est juste moi ce qui me plaît, c'est d'avoir une petite activité complémentaire qui me fasse m'évader de mon boulot quotidien, salarié, etc. Et très bien. Et puis peut-être que ça deviendra quelque chose de plus grand plus tard ou pas, mais tant que ça reste ce que vous avez envie de faire, c'est parfait. Ou alors, non, c'est tout de suite, je sais que je veux avoir une dimension plus importante et typiquement, du coup, par exemple, une des conséquences tout de suite, ça va être de se dire, la micro-entreprise, c'est pas le bon format pour moi, parce que je sais que je veux monter une société dans laquelle je vais avoir une équipe. Il faut que j'ai un business plan pour aller défendre mon activité et son financement auprès d'une banque, auprès de, par exemple, ça pourrait être aussi une opération de crowdfunding si on veut faire les choses un peu différemment, ou de manière complémentaire d'ailleurs, c'est pas complètement opposé. Il y a plein de choses auxquelles il faut réfléchir, mais je crois que la base, c'est de se dire, est-ce que j'ai une offre pertinente, différenciante? Pourquoi on va m'acheter à moi et pas à un autre? Et puis après, comment je vais m'organiser? Quelle dimension je veux donner à mon projet? Comment je vais m'entourer? Est-ce que je suis suffisamment confiant pour me dire qu'il y a plein de choses que je vais pouvoir faire moi-même et donc que je n'ai pas besoin d'avoir une grosse structure derrière moi pour me lancer? Et quand je dis grosse structure, c'est généralement, c'est juste de l'argent pour pouvoir faire appel à des gens. Ou si je reprends l'exemple d'Hélène avec les griffographes, il y a une production dans un atelier à faire. C'est pas elle qui fait l'injection du plastique dans les moules, c'est pas elle qui construit le moule, etc. Et donc, à un moment donné, il y a cet investissement matériel qu'il faut faire aussi. Et donc, quels sont les moyens que je me donne, dans quel cadre je veux construire tout ça, quelle ambition je veux donner à mon projet.
Et derrière, c'est une question de choix, hein, en fait. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Oui. Voilà, c'est justement, tous les projets sont différents et tant mieux. Il y en a pour tout le monde. Exactement, ouais. Après, je pense qu'il faut pas... Enfin, tu me diras ce que tu en penses, hein, mais se mettre trop la pression... parfois, on a l'impression que c'est figé, ce qu'on va décider, alors que ça va évoluer. Pareil pour la confiance en soi, hein, c'est aussi en faisant qu'on prend un peu plus confiance et puis on évolue au fur et à mesure. Pareil pour la communication. Si on regarde les premières productions, alors bon, toi, ça te parle différemment parce que c'est ton métier, mais... Oui, mais de la même manière, tu vois, et c'est exactement, j'ai eu la même courbe d'apprentissage que n'importe qui finalement, même sur des aspects que je connais, parce que quand tu le fais pour ton entreprise dans un cadre particulier, où les choses, tu vois, la vision de l'entreprise, c'est souvent le patron qui l'a, le dirigeant, le créateur de l'entreprise. Toi, tu n'es que, entre guillemets, salarié, même si tu es très investi. C'est pas toi qui porte, tu vois, cette vision et cette stratégie. Ou pas complètement, tu vois. Mais typiquement, moi, quand j'ai commencé le podcast, alors j'ai créé le visuel, ma petite intro, donc avec la musique qui va bien, etc. Mais par exemple, j'avais jamais... Enfin non, c'est pas que j'avais jamais. J'avais déjà une expérience de community management sur Facebook, mais j'avais moins celle d'Instagram, donc les règles sont pas les mêmes. Et puis, c'est quand même encore différent quand tu le fais pour une entreprise, où finalement tu te caches un petit peu derrière l'entreprise, où là, tu le fais pour toi. Et donc, c'est à quel moment tu commences aussi à te montrer, à t'impliquer davantage, à incarner vraiment tous tes messages, à te montrer, etc. Tu vois, où finalement, même moi qui baigne dans la communication et dans le marketing depuis toujours, j'ai aussi dû apprendre à faire ça. Et c'est pas le même positionnement, tu vois. C'est vrai. Donc, voilà, et c'est toujours pareil quand tu travailles en entreprise où tu vas avoir des personnes qui vont moi ça n'a pas vraiment été le cas, j'étais dans une petite structure au départ, donc c'est moi qui faisais beaucoup de choses, mais si par exemple je savais pas manipuler, alors aujourd'hui on travaille beaucoup sur Canva, à l'époque c'était moins le cas, mais tu vois, donc c'est très facile, hein, tout ça, ça aide aussi justement à passer un peu le cap, mais au départ, moi, j'avais pas Canva, donc tu travailles sur des outils, il faut que tu construises tes visuels pour ta communication, etc., le site web, tout ça, ça prend du temps et tu peux... Enfin, tu vois, en gros, ce que je veux dire, c'est que même si c'est ton métier au départ, là, tu le fais dans un contexte différent. Potentiellement, quand tu le fais dans ton activité salariée, il y a des personnes qui vont t'aider, qui sont de soutien, tu vois, autour de toi, et qui là, tu pourras pas vraiment les solliciter. Donc, tu vas pouvoir travailler à partir des compétences que tu as déjà, mais il y en aura plein que tu devras apprendre. Mais quelque part, c'est ça qui est chouette aussi, hein. C'est parce que si tu sais déjà tout faire, quelque part, bon, c'est plus tellement intéressant. C'est le challenge qui est intéressant, c'est de faire des nouvelles choses qui est intéressant. C'est ça. Et puis, on n'arrête pas de découvrir... justement, tu parlais de Canva. Alors pour la précision, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel donc qui permet entre autres de créer des visuels, même quand on n'est pas du tout du métier, qu'on n'y connaît pas grand-chose. Voilà, ça change des logiciels type Photoshop, Photoshop, qu'on aurait utilisé avant, bien sûr. Ouais. C'est ça. Et ça aussi, ça permet aussi de dire que il y a quand même des outils qui arrivent au fur et à mesure, qui se développent et qui rendent les choses beaucoup plus accessibles, je pense, par rapport à avant. Ouais. Ouais. Tu vois, c'est comme pour enregistrer un podcast. Au départ, c'était plus compliqué. Et tu vois, faire des visios, moi, je sais pas, peut-être au moins pendant 30 ou 50 épisodes, on faisait pas en visio, tu vois, parce qu'aussi, ça date pas d'il y a 15 ans, hein, ce que je raconte, mais tu voulais préserver la bande passante, donc tu coupais l'image, etc. Et puis les premiers épisodes, on n'avait pas encore eu les années Covid, donc on faisait pas des visios comme ça à tout bout de champ. Donc voilà, il fallait trouver la bonne plateforme pour enregistrer les épisodes et tout ça. Donc en fait, c'est tout ça qui est passionnant. C'est finalement quand t'apprends et que tu découvres des choses. Alors c'est un peu fastidieux parce que c'est vrai qu'il y a des fois t'auras envie de dire c'est plus confortable de tout savoir faire, mais c'est moins exaltant quelque part. Pour revenir au parcours, on parlait du côté un peu passion et puis souvent on touche à une activité puis finalement une autre, etc. Donc
une entreprise créative, finalement, ça part généralement d'une passion, d'un loisir, et on a un vrai switch à faire pour passer à une activité professionnelle, même si ça peut être un complément d'activité, hein, c'est pas forcément la seule source de revenus. Qu'est-ce que tu dirais? Donc, comment faire ce switch? Et puis, derrière, est-ce que c'est toujours une bonne idée? Est-ce que parfois on devrait simplement garder ça comme loisir? Comment se dire, là, je vais lancer mon entreprise? Alors là, je dirais que c'est un petit peu au fond de soi qu'il faut le sentir, et ça peut venir aussi avec le temps. Hein. C'est pas parce que aujourd'hui vous le sentez pas que dans 2 ans ça vous fera pas ça. Ce qui est certain, c'est que on peut pas se dire trop bien, j'adore coudre, je vais coudre toute la journée si je me mets à mon compte. Non, ça va pas être ça. Je suis désolée. Non, ça sera pas le cas, parce qu'en fait, vous le savez, pour qu'une entreprise elle fonctionne, il y a plein de choses autour. Évidemment, il faut des clients, mais il faut donc communiquer auprès de ces clients. Une fois que vous avez ces clients, il faut donc assurer la vente, c'est-à-dire que on vous a acheté quelque chose, il va falloir fournir ce quelque chose. Donc la création qui a été faite ou la prestation, il faut la fournir, il faut la délivrer. Il faut gérer potentiellement le SAV, les problèmes de transport, la poste par exemple, pour ne pas les citer. Voilà, il y a énormément de choses dans une entreprise, c'est toutes les facettes, et qu'on a tous un petit peu autour de nous, parce que peu importe le métier qu'on fait aujourd'hui, on voit bien quand même qu'il y a beaucoup de gens qui transitent autour de notre sphère professionnelle. Et là où on a des spécialistes, quand on est en entreprise ou dans la fonction publique, peu importe la structure, mais on voit bien qu'on a des experts ou des personnes dont c'est le métier de s'occuper de tout un tas de choses autour de notre activité, autour de notre propre métier. Quand on est entrepreneur à son compte, qu'on se lance, comme tu disais, même si c'est pour une petite partie de son activité, qu'on veut pas faire ça à temps plein, en fait, on aura les mêmes problématiques. Voilà, il faudra toujours aller acheter ses timbres ou payer son transport, gérer les problèmes inhérents. Enfin, globalement, il peut y avoir des soucis un peu à plein d'endroits différents. Je sais pas, ça peut être aussi typiquement s'il y a un jour un problème d'internet, c'est comment vous faites, votre ordinateur il fonctionne plus, comment vous faites, enfin votre machine à coudre par exemple, ou tous les consommables, tout ça, typiquement tu vois, les achats, on en parle assez peu. On dit oui, c'est bon, mon ordinateur je l'ai déjà, etc. Sauf que le jour où il vous lâche, c'est 1 000 € tout de suite à sortir. Donc il y a plein de choses comme ça. C'est un vrai métier, c'est très complet. On s'ennuie pas, je pense. Je suis pas encore complètement à mon compte, mais en tout cas, mon expérience jusqu'à présent de faire les deux, salariés et à mon compte, me font déjà bien envisager qu'on ne s'ennuie pas. Et puis c'est effectivement une activité très complète. Et après, ce switch, comment on le fait, moi j'ai le sentiment que il y a un moment donné, cette petite voix que t'entends, tu vois, il faut te dire, en fait, si je le fais pas, est-ce que je vais le regretter? Tu vois, un petit peu, moi quand j'étais plus jeune, j'avais toujours eu envie d'aller vivre à l'étranger. Et en fait, si je l'avais jamais fait, je pense que j'aurais regretté. Donc je suis contente de l'avoir fait, et en gros la case est cochée, tu vois. Je suis contente. Et voilà, est-ce que c'est pareil? Est-ce que si ça vous titille pendant longtemps, que vous y réfléchissez, que vous faites mûrir le projet, que vous envisagez vraiment le tableau dans sa globalité, pas uniquement les aspects positifs, mais justement que vous vous formez aussi, vous renseignez et que vous envisagez les choses dans leur globalité, et tout ça ça va vous permettre de vous faire une opinion, et derrière à un moment donné de vous dire ok, je suis prêt, j'ai envie, j'ai pas envie de passer à côté de cette envie, et donc j'essaye. Et toujours se dire aussi, qu'est-ce que je risque si finalement ça fonctionne pas? Tu sais, c'est un peu la phrase hyper connue de Mandela. Alors, faut pas que je me trompe, mais globalement la phrase de Mandela, c'est dire soit je gagne, donc j'arrive au bout de mon projet et je suis content, soit j'apprends. C'est jamais vraiment un échec. Voilà, donc c'est jusqu'où je veux aller dans cette idée. Moi aujourd'hui, je me dis si ça fonctionne pas, j'ai pas suffisamment de revenus de cette activité-là, en fait, je reprendrai un travail salarié, c'est pas dramatique. Peut-être que ça sera un temps partiel pour pouvoir continuer
de faire cette transition si je veux quand même toujours être en partie à mon compte et que c'est temporaire peut-être aussi. Voilà, c'est pas dramatique. En sachant en plus qu'on a la possibilité de cumuler pendant un moment si on veut voir d'abord si l'entreprise, si ça prend, si ça fonctionne, si ça nous plaît. Parce qu'il y a peut-être des aspects qu'on n'avait pas vraiment pris en compte, dont on n'avait pas conscience. Et puis après, on voit, voilà, est-ce qu'on s'y fait simplement, parce que on peut pas aimer tout ce qu'on fait tout le temps. Il y a forcément des contraintes, quelle que soit l'activité. Est-ce que c'est quelque chose de rédhibitoire ou au contraire, on se plaît dans ce qu'on fait? C'est exactement ça, parce que alors je suis désolée, mais souvent les créatrices elles me disent l'administratif j'aime pas du tout ça. Je comprends pas pourquoi. Et voilà, ça c'est vraiment oui, je crois qu'il y en a pas une qui m'a dit ah non j'aime bien, moi j'aime ma compta le lundi matin, je commence par ça me met de bonne humeur pour la semaine. Et alors qu'en réalité, souvent, c'est parce que aussi on n'est peut-être pas suffisamment formé ou informé, tu vois. C'est généralement ce qui fait peur, c'est ce qu'on maîtrise pas suffisamment. Ouais, très souvent. Donc en fait, voilà, il faut juste se former un petit peu plus. Très souvent. En tout cas, sur l'aspect administratif, c'est vraiment ça qui revient. C'est beaucoup de peur et puis d'une manière générale, il y a une certaine peur de l'inconnu et finalement le fait de savoir à quoi s'attendre ou parfois de se faire accompagner pour voir là comment ça se passe au fur et à mesure, ça fait que tout de suite ça enlève cette charge où on a l'impression que c'est une montagne, que c'est quelque chose qui va être très très compliqué et puis non en fait ça va. Oui, c'est ça, c'est un peu quand tu dois faire tes impôts puis tu le fais au dernier moment parce qu'en fait t'as pas envie de t'y mettre et puis une fois que t'as fini tu fais en fait, j'aurais dû le faire depuis longtemps. Ça m'aurait soulagé. C'était pas si compliqué. Tout ça pour ça. Ouais. Oui, je rebondis aussi sur quelque chose que tu as dit que je trouve vraiment très très intéressant. Que non, on ne va pas coudre toute la journée. C'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience non plus. Tout l'aspect gestion, logistique. Là en plus, si on vend des produits, forcément il y a de la logistique. Gérer ses achats, ses stocks, etc. Ça fait aussi partie de l'entreprise et ça occupe mine de rien pas mal de temps tout ça. Oui, voilà, on peut avoir un peu tendance à sous-estimer cette partie-là, mais tu vois, ne serait-ce que trouver les bonnes enveloppes. C'est complètement anecdotique, tu vois, ouais. Trouver des enveloppes pour envoyer ce qu'on veut vendre. Et tout de suite, je pense que t'en as bien pour 2-3 heures. Ouais. Tu vois, comme ça, je pense que les gens vont dire attends, ça fait beaucoup quand même. En fait, tu peux faire la solution facile, tu vas sur Amazon et t'achètes tes enveloppes à la bonne dimension et tu ne cherches pas plus loin. Ou tu peux avoir la solution où, par exemple, moi, j'ai pas envie d'acheter sur Amazon, donc je vais chercher un autre prestataire. J'ai plutôt envie que ce soit une entreprise française. J'ai plutôt envie que mes enveloppes, elles soient faites dans un papier recyclable ou recyclé, enfin, tu vois, qui correspondent à mes propres critères éthiques, éco-responsables, tout ça. Accessoirement, j'ai envie de les payer pas trop cher. Le bon rapport qualité-prix, tu vois, par rapport à ce que je suis prête à... Enfin voilà, par rapport à mes propres critères. Et puis pareil, évidemment, le transport, etc. Donc, quelque chose qui semble, tu vois, un peu anecdotique, finalement, c'est tout de suite quelques heures de travail. Et puis, il y a ton propre travail, mais il y a aussi, typiquement, je repensais à la Poste. Si c'est le jour où tu veux imprimer tes timbres en ligne et que le site ne marche pas, ce qui arrive de temps en temps, et en fait, voilà, c'est comment tu fais, quoi. Donc, c'est une somme de petites choses qui sont pas nécessairement très longues, mais qui font qu'à un moment donné, c'est beaucoup de temps. Et effectivement, souvent, oui, je trouve, on sous-estime un petit peu le temps, tu vois, qu'on dit ah oui, mais là, ça va passer. Là, j'ai besoin d'une demi-heure pour faire ça, et puis on lève la tête 2 heures après. Oups. Typiquement, la communication sur Instagram aussi, ça prend beaucoup de temps. Enfin, je parle beaucoup d'Instagram, mais voilà, tous les autres réseaux, son propre site web, une newsletter, un podcast, tout ça prend beaucoup de temps. Même si, là encore, il y a quand même l'effet de l'expérience. Il y a un temps d'investissement déjà dans la mise en place, et puis après, plus on pratique, moins ça prend de temps, heureusement. Oui, exactement, t'as raison. On va pas non plus effrayer tout le monde.
Non, ça reste une source de encore une fois, de joie et d'apprentissage, tout ce chemin-là. Voilà. Et par contre, oui, c'est un peu ça, c'est qu'il faut, je pense vraiment apprécier autant le chemin que le résultat. Ouais. Tu vois, ça fait partie aussi des réflexions dont je parle dans le livre. C'est à un moment donné, c'est quoi le succès pour toi? Est-ce que c'est d'avoir atteint une certaine somme de facturation? Bon, est-ce que vraiment tu seras plus heureux parce que je sais pas, t'as atteint la première année, t'as atteint le seuil de la micro-entreprise? Je sais pas. Ou est-ce que c'est plutôt d'avoir un équilibre de vie qui te permette de dire je gagne la même chose qu'avant, par exemple si j'étais salarié, je gagne la même chose mais j'ai un autre confort parce que j'ai un autre cadre de vie, j'ai pas un chef que j'aime pas. J'ai lu il y a 2-3 jours que visiblement quand même il y avait beaucoup de gens qui changeaient de travail à cause de leur chef direct, c'est pas l'entreprise ou quoi, mais c'est vraiment voilà, donc il y a tout, tu vois, ce contexte professionnel aussi où tu te dis là j'ai plus de patron direct, ou j'ai plus ce patron là et maintenant je suis libre d'organiser mes journées comme je veux. On n'est jamais complètement libre parce qu'il y a toujours un contexte qui voilà, on vit pas sur une île déserte avec aucun compte à rendre à personne parce qu'on a des clients, on a une famille, etc. Mais en tout cas on a une liberté plus importante, et ça c'est pareil, c'est quelque chose à valoriser. Donc bien se poser aussi la question de finalement quel est mon but, pourquoi j'ai envie de faire tout ça, est-ce que je peux le faire dans un autre cadre, est-ce que si je le fais dans ce cadre-là ça va m'épanouir, voilà, qu'est-ce que ça veut dire avoir du succès? Ouais, ça me fait penser à la question du sens qui revient beaucoup dans tout ce qui est reconversion professionnelle, le fait d'avoir l'impression que ce qu'on fait au quotidien n'a pas vraiment de sens, ou en tout cas on ne se sent pas à sa place dans le système dans lequel on évolue au quotidien. Ça me fait penser aussi à quelque chose que tu évoques dans ton livre avec différents profils de créateurs qui peuvent avoir des freins justement plus ou moins importants pour se lancer dans une entreprise. Et puis ce qui est bien, c'est que tu donnes pas mal d'exemples avec des interviews, donc on peut aller plus loin, voir vraiment leur parcours, leur réflexion, par quelles étapes toutes ces personnes sont passées pour décider de se lancer à un moment. On a par exemple les fonctionnaires pour qui ça représente un vrai c'est quelque chose d'énorme de quitter la fonction publique avec l'emploi garanti, avec la rémunération, ça dépend où on travaille ou les personnes qui ont fait de longues études, quand on a un emploi de cadre, on a vraiment l'impression de quitter quelque chose, si on décide de quitter son travail, quitter beaucoup pour aller vers quelque chose d'incertain. D'inconnu, d'incertain. Ouais. Ben oui, mais après, encore une fois, tu vois, à un moment donné, je pense que c'est qu'est-ce qui nous pousse à ces réflexions, et qu'est-ce que je vais perdre si finalement je n'écoute pas cette intuition, parce que des fois il y a ça aussi, c'est de se dire mais je suis sûre que ça va fonctionner. Moi, par exemple, pour toute cette activité de podcast, etc., je me suis dit mais là je sens qu'il y a quelque chose, je peux aller plus loin. Mais je suis bridée, entre guillemets, par le temps que je peux y consacrer, et donc j'ai envie d'aller plus loin. Après, c'est comment je fais en sorte d'avoir aussi la liberté financière d'aller plus loin. Donc comment je finance, tu vois, un podcast, c'est pas ce qu'il y a de plus rémunérateur, donc c'est comment je trouve aussi des sources de rémunération pour autre chose, et continuer à développer les activités qui m'animent. Et pour toi, est-ce qu'il y a des conditions, des qualités, peut-être des compétences qui sont indispensables pour créer son entreprise créative? Alors, comme on disait, il y a quand même beaucoup de choses à maîtriser parce que on est chef d'entreprise. Je pense que sans doute que une des compétences clés, c'est la confiance en soi et l'entourage qu'on va choisir. Enfin voilà, syndrome de l'imposteur et compagnie, il y a beaucoup de gens qui y sont confrontés. Mais il faut aussi savoir s'écouter et se faire confiance. Donc si par exemple j'ai pas hyper confiance en moi, que ce soit sur mes créations ou sur ma capacité à communiquer, ou je sais pas, à être carré sur les chiffres, à gérer les imprévus, etc. Peut-être qu'il faut que en amont de ce projet, je travaille sur ces différentes choses au fur et à mesure. Et je parlais de l'entourage aussi. Pour moi, c'est vraiment important d'avoir des soutiens, parce que si
on est soi-même déjà un peu en train de se dire ah oui mais là je vais pas y arriver, ah non mais c'est trop compliqué, ah oui non mais de toute façon je suis nulle, etc. Si on est déjà un peu en train de s'auto-saboter, si on n'a pas quelqu'un à côté qui nous tire un petit peu, ça va être compliqué. Et en même temps, il faut pas qu'on attende de quelqu'un qui nous tire constamment vers le haut. Il faut que ça vienne de nous, hein. Donc pour autant, je pense que vraiment l'entourage est important pour les jours de moins bien, de se dire voilà, je sais que j'ai 2-3 amis, mon conjoint, ma famille, mes parents, etc. qui vont pouvoir me donner le petit coup de boost dont je peux avoir besoin de temps en temps. Voilà, à qui je vais pouvoir parler et qui vont pouvoir me donner voilà des conseils ou simplement m'écouter encore une fois. Mais donc voilà, c'est de la détermination pour moi, de la persévérance, s'écouter, de l'intuition, tu vois, de se dire bon bah il y a des jours de moins bien où on a l'impression que voilà tout le monde fait mieux que soi, bon bah ok, c'est une mauvaise journée et ça ira de mieux demain. Voilà, c'est pour ça que je parle de détermination, c'est aussi à un moment donné peut-être tu vois typiquement d'écrire ses objectifs noir sur blanc ou de les avoir vraiment de manière très claire en tête. Tu vois un petit peu à l'image de mon histoire de tout à l'heure, je vais créer un podcast et je vais le faire sponsoriser par Cultura. Ben j'ai pas lâché Cultura quoi entre guillemets. Alors il y a un moment donné, j'aurais lâché, tu vois, et c'est ce que j'ai fait pendant 2 mois, hein, j'ai laissé tomber l'interlocutrice avec laquelle j'étais en contact est partie, enfin tu vois, il y avait plein de trucs où je me dis bon bah ça sent pas très bon quand même cette histoire. Et puis finalement un jour ça arrive et c'est comme tu vois la réflexion que je me suis faite quand j'ai été contactée par Créapassion pour écrire le livre, c'est que je me suis dit mais ça sort de nulle part. Tu vois, c'était ma première réflexion, mais ça sort de nulle part. Puis en fait après je dis bah non, ça sort pas de nulle part, ça fait 3 ans que tu fais un podcast sur le sujet et c'est simplement que il y a 10 minutes la demande n'était pas là et 10 minutes après t'as le mail et tu dis mais trop bien quoi et tu vois, c'est vraiment ça sort de nulle part quoi. Donc non, voilà, n'oubliez pas qu'il y a plein de gens qui gravitent autour de vous et qui remarquent votre travail, etc. et qu'il peut y avoir quelque chose qui sort de voilà, qui surgit comme ça. Et ces incertitudes aussi, hein, ce contexte que tu ne maîtrises pas complètement, qui voilà, qui fait que c'est intéressant, mais qui peut être aussi une source de stress. Tu vois, typiquement aussi, on en a pas beaucoup parlé, mais le contexte économique global peut faire aussi que c'est un peu anxiogène parfois et de se dire ah mais c'est peut-être pas le moment de se lancer. Bah oui, mais après est-ce qu'il y aura un meilleur moment quoi? Tu sais, c'est un peu voilà, on est des femmes donc ça nous incombe encore plus. Enfin, c'est encore plus, on est encore plus sensible à ça. Mais c'est quel est le bon moment pour faire un bébé par exemple aussi? Bah là c'est pareil. La réponse elle est pas évidente. Et en fait c'est pas forcément quand c'est le meilleur moment que c'est le bon moment. Et de la même manière, exact. Mais des fois c'est pas le bon moment, mais en fait c'est le meilleur moment pour le faire et il arrive et c'est parfait. Ou enfin, donc il faut accepter tout ça quoi, ce contexte qui n'est pas toujours le plus évident, voilà, mais pour autant ça peut fonctionner. Il y a plein de gens qui ont lancé des activités en plein Covid et qui s'en sont remis. C'est vrai. J'en vois. Avec parfois en plus certaines activités qui étaient vraiment en présentiel par exemple, où il y a une période très compliquée, hein, du jour au lendemain tout est annulé, t'es dans l'événementiel par exemple, voilà. Et aujourd'hui, ça fait plaisir de voir que ces personnes se sont bien accrochées, ont adapté ce qu'elles ont pu dans leur activité pour tenir pendant un certain temps. Et puis aujourd'hui, l'activité se développe et voilà. C'est sûr que tout le monde ne s'en est pas sorti pareil, mais ça reste une étape en fait et je trouve que c'est important comme tu disais d'évaluer le risque qui n'est pas forcément si important que ça pour démarrer au moins. Ouais. Et encore une fois, il faut pas hésiter à lancer des choses en parallèle de votre activité actuelle. C'est sûr que c'est beaucoup de temps, ça c'est une certitude, mais en même temps, tous les entrepreneurs vous le diront, on travaille pas moins parce qu'on est à son compte, au contraire, on travaille énormément. Donc c'est aussi finalement un peu un moyen de se mettre un peu à l'épreuve, si on n'est pas complètement certain, c'est de se dire, là j'ai réussi à lancer une activité en parallèle de mon activité principale, j'ai déjà un certain nombre de succès, ça avance, ça fonctionne, il y a des choses qui sont structurantes, les choses avancent de manière générale.
Et j'ai réussi ça en plus du reste. Donc c'est déjà une source de fierté, de confiance en soi, de tout ce qu'on veut, et de dire allez, ça sera peut-être encore plus facile quand je serai à mon compte complètement. Tu vois, moi je suis dans cette période-là, je me dis mais j'ai tellement travaillé avant que là ça va être hyper facile. Alors, facile, je ne sais pas, mais non. Non, mais en tout cas, moi, ce dont je rêve aujourd'hui, c'est de ne pas travailler le soir et les week-ends. Voilà, et de travailler sur mon temps de travail, enfin en journée. Ça, c'est mon objectif pour l'instant. Mais oui, ça va avec ce que tu disais par rapport à la liberté, où on a beaucoup plus de liberté pour s'organiser, etc. On a quand même certaines contraintes, voilà, on peut pas y échapper. On va pas dire à nos clients, bon ben là j'ai pas envie, donc on verra dans 3 mois. Non, c'est compliqué. Mais il y a aussi un cadre qu'on se fixe soi-même. Où justement, c'est pas toujours évident de se dire soi-même, allez hop, je pose mon cadre. Mais si toi, tu sais que ton objectif c'est ça, tu fais en sorte que ça rentre. Exactement. Après, c'est toujours au fur et à mesure, et puis toutes les périodes ne sont pas les mêmes. On ne travaille pas pareil en phase de création, ou je sais pas si tu lances un nouveau produit, ou tu as un pic d'activité, ou le reste du temps. Oui, et puis après, il y a des périodes de la vie aussi par rapport à ton environnement familial qui font que tu pourras moins t'investir dans ton entreprise. Et c'est pas grave. Hein, c'est normal. C'est normal, voilà. C'est juste normal. Alors Mélanie, on attaque la dernière partie de cette interview. On a déjà abordé un peu l'aspect gestion. On va y revenir avec, cette fois, des conseils pratiques sur 3 sujets. Donc, 3 questions, à chaque fois, un conseil pratique pour aider nos auditeurs, auditrices à avancer. OK. Alors, première question, fixer ses tarifs. Donc, quel conseil tu pourrais donner pour fixer le bon tarif ou en tout cas ne pas rester bloqué sur cette question? Mon conseil, c'est de toujours augmenter le prix que vous auriez mis par défaut. Parce qu'en fait, généralement, on se sous-estime. On sous-estime la rémunération qu'on voudrait réellement avoir. Et des créatrices qui vont dire « Ah non, mais moi, le SMIC, ça me suffit. » Ok, peut-être pour démarrer 2-3 mois. Mais en fait, peut-être que c'est un bon objectif de ne pas se fixer ça comme objectif. De dire voilà, moi, je veux avoir, je dis n'importe quoi, 2 000 € net par mois. Donc, il faut faire le calcul dans le sens inverse et de dire à partir de 2 000 € net par mois, ce que ça veut dire en termes de revenus bruts qu'il faut générer. Donc, souvenez-vous que sur votre salaire, habituellement, si vous étiez salarié, il y avait des charges patronales et des charges salariales. Là, si vous êtes en micro-entreprise, vous allez avoir l'URSSAF à payer et plus tout ce qui, tous les coûts, tous les charges de votre entreprise. Parce que voilà, en micro-entreprise, on ne déduit pas les charges. Et il faut pas oublier que derrière, vous allez aussi payer des impôts. Un petit détail, des impôts sur le revenu. Parce que donc, ce qu'on va déclarer aux impôts, c'est le chiffre d'affaires encaissé. Et ça sera votre base d'imposition. Alors, il y a un abattement, etc., qui est différent selon le... Voilà, tu connais ça par cœur, c'est Fanny. Qui est différent selon si c'est la prestation de service ou la vente de marchandises. Mais n'oubliez pas les charges que vous allez avoir pour bien en tenir compte dans le calcul de des revenus que vous devez générer. Voilà. Et ce que vous facturez n'est pas ce que vous allez encaisser en termes de salaire, parce que vous avez des charges. Voilà. Donc, le conseil, c'est bien calculer. Et moi, ça m'arrive régulièrement quand je fais une proposition. Donc, moi, je suis plutôt dans la prestation de service. Quand je fais une proposition, je mets le tarif auquel je pense au départ, donc parce que j'ai calculé mon prix à la journée. Typiquement, j'ai calculé que je voulais travailler à 80%, je voulais avoir minimum 25 jours de congés payés, etc. Donc j'ai fait tous ces calculs-là sur la base de mon salaire net puis brut que j'aimerais avoir. Et donc je connais mon taux journalier, donc souvent j'augmente juste avant d'envoyer la proposition. Je me dis, ok, admettons, je dis n'importe quoi, j'ai mis 300 € la journée. Je vais vous dire le vrai prix, c'est plutôt 450. Et 450,
c'est possible que je mette à 480 ou 500 juste avant d'envoyer en me disant « Allez, ça sera la marge de négociation. » Parce qu'il faut pas oublier, alors encore une fois, tout dépend du contexte, etc. Mais quand on travaille avec des entreprises, il est probable qu'on vous demande une petite remise commerciale. Alors, on le fait peut-être un petit peu moins avec les freelances, mais ça peut arriver. Ou de dire, voilà, si vous vous engagez sur une période plus longue de travail ensemble, par exemple, ça s'applique moins sur la vente de marchandises, mais ça pourrait quand même être la même chose. Si vous prenez un volume plus important, on peut concéder une remise, parce qu'on sait qu'on va avoir ce volume plus important qui est une source de revenus plus importante et sur le long terme. Donc, n'oubliez pas d'intégrer aussi un peu cette marge de négociation dans vos calculs. Et puis, il y a quelque chose aussi qu'on a tendance à sous-estimer, c'est le temps. Ça, c'est vraiment un très grand classique. On parle d'un certain temps, donc on calcule tous ses coûts par rapport à ça. Et quand on y est, on se plante presque à tous les coups au début. Et même avec l'expérience, il suffit qu'il y ait un paramètre qui change. Et voilà, donc c'est important pour ça aussi de compter de la marge. Limite, tu pourrais surestimer aussi par défaut. De dire, OK, là, je pense que j'en ai pour une demi-journée pour telle action. Et en fait, je vais pas compter une demi-journée, donc 3 heures, admettons, 3 heures et demie. Je vais compter 4 heures ou 4 heures et demie. Parce que, comme tu dis, il y a les aléas. Ouais. Merci pour ce conseil. Super conseil. Premier conseil. Ensuite, donc, on passe à la vente. Donc, sujet très important, mais qui souvent fait un peu peur, le fait de communiquer, mettre en valeur ses produits, utiliser les outils comme le site web, les réseaux sociaux, etc. Donc, là-dessus, quels conseils tu pourrais donner à celles et ceux qui ont peur de cet aspect de vente? Il faut démarrer par quelque chose. Ça ne sera pas parfait, mais il faut démarrer. Donc, typiquement, votre site internet, il sera peut-être pas complètement parfait comme vous l'auriez imaginé, comme vous l'avez rêvé, etc. Mais peu importe. Le site internet, il a besoin d'exister assez rapidement pour pouvoir vendre. Donc, même si c'est pas complètement idéal, il faut mettre en ligne. Ça aidera aussi les moteurs de recherche à commencer à comprendre ce qu'il y a dans votre site, etc. Donc, dès que vous pouvez, mettez votre site en ligne. Dès que vous pouvez, commencer sur Instagram. Encore une fois, n'oubliez pas, ne considérez pas que tout doit être parfait tout de suite. Ça n'est pas possible et vous verrez qu'il y a forcément, il y a toujours une marge de progression, quel que soit le sujet. Et de la même manière, si on doit vendre, si on sait pas si on veut vendre, si on doit vendre. Donc, si on doit vendre, vu qu'on va vendre, pareil, il faut démarrer par quelque chose. Et si, par exemple, je suis dans une démarche de prospection, la prospection un petit peu dans le dur, comme on dit, la prospection froide, c'est hyper compliqué. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, parce que c'est vraiment un métier à part entière, si vous n'êtes pas à l'aise, en fait, ça veut dire qu'il faut montrer, donner à voir ce que vous faites. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir des belles photos. Donc, si vous savez pas prendre des belles photos, il faut travailler sur le sujet, vous former. Il faut travailler aussi la manière dont on va mettre en avant ces produits dans le discours, dans le texte, tout ça, sur les descriptions des produits. Donc, ça, c'est si on vend des produits et qu'on veut les montrer déjà sur Instagram ou sur son site internet. Et si on fait de la prospection par email ou par téléphone, là, on peut aussi se dire, pour l'instant, je prends mes contacts les moins intéressants pour moi, ceux qui me font le moins rêver. Si par exemple j'ai j'ai identifié qu'il y a 10 sociétés avec lesquelles j'aimerais travailler, je vais commencer par celles qui me donnent le moins envie. Comme ça, je vais m'échauffer un petit peu avec ces personnes-là et après, je serai sans doute meilleure. Voilà. Et puis, ne pas oublier que on apprend en faisant aussi et que ça sera pas parfait, mais encore une fois, il faut passer à l'action. C'est ça, souvent, tu sais, on se compare, on dit, ah oui, mais non, là, eux, ils font mieux que moi, etc., j'y arriverai jamais. En fait, non, c'est déjà, ceux-là, on les oublie et on passe à l'action et ça sera mieux, sans doute, dans 1 an, dans 2 ans. Mais pour l'instant, c'est comme ça qu'on apprend et qu'il faut démarrer. Et ce qui est bien, c'est que ça, c'est valable pour tout. Ouais, quelle que soit l'activité, et c'est pareil, tu sais, dans les périodes un peu plus creuses, des fois, où moi, j'ai levé le pied, je me suis rendu compte que moins t'en fais, moins t'as envie d'en faire. Parce qu'en fait, tu vois, t'es dans une spirale aussi, dans un cercle, je sais pas si c'est vraiment vicieux, mais où tu te dis, oui, oui, là, j'ai pas communiqué sur Instagram. Oui, on verra plus tard. Et puis finalement, tu repousses parce que tu veux faire un truc bien et tout. Et finalement, tu fais pas. Donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup l'adage, mieux vaut fait que parfait.
Voilà, c'est done is better than perfect. C'est voilà, il faut faire et ça sera pas parfait, mais lançons-nous. Et puis cette boucle, c'est valable aussi dans l'autre sens, effectivement. Le fait d'être déjà avec ses habitudes, hein, ça fait qu'on continue, on en fait de plus en plus naturellement, et après, ça devient assez ancré dans le quotidien. Le plus dur, c'est de démarrer. J'aime bien l'image de la roue. Je ne sais pas si tu l'as. Le plus dur, c'est de donner le premier élan, et puis après, on maintient juste. Ouais, c'est exactement ça. Il faut lancer la machine. Et c'est difficile. Et voilà, et des fois, vous allez trouver que c'est plus difficile certains jours et que, en fait, d'autres jours, vous aurez une patate d'enfer et que, voilà, vous allez abattre des montagnes. Et puis d'autres jours, non, mais bon, c'est la vie, en fait. On est tous comme ça. Il n'y a pas de souci avec ça. Il faut s'écouter, respecter son rythme aussi. Donc je commence là à être à mon compte et, je me suis dit aussi qu'il y avait certains jours, j'avais envie de me recoucher. Bon, je me suis recouchée en fait et c'est pas grave. J'ai été sans doute plus efficace le lendemain et puis voilà. Donc conclusion, lancez-vous, même si ça fait peur. Ouais, c'est ça. Just do it. Et puis troisième sujet, l'administratif, on est bien obligé d'en parler, hein. C'est quand même le podcast J'aime la paperasse, hein. Alors bon, déjà première petite question, est-ce que c'est vraiment si compliqué selon toi? Et puis, comment aborder cet aspect le plus simplement possible, surtout si ça nous rebute ou si on a l'impression de ne rien y comprendre? Alors, moi, j'ai un petit biais, c'est que j'ai fait un bac STT à l'époque, ça s'appelle STMG maintenant, compta-gestion. Donc, en fait, ça m'a jamais vraiment rebuté ce sujet-là. J'ai même failli aller dans la filière pour faire de l'expertise comptable. Mais voilà, finalement, ça s'est pas fait. J'arrivais pas à trouver d'entreprise pour faire une alternance, etc. Donc, c'était après le bac. Et finalement, j'ai été faire un DUT GEA. Donc, je suis restée quand même, dans cette partie un peu gestion. Mais j'ai pris l'option petites et moyennes organisations. Je crois que ça s'appelait à l'époque. Et donc, c'était plutôt marketing et communication et tout ça. Mais bon, donc j'avais aussi cette base de gestion, d'informatique, de droit, et de marketing et de communication. Donc voilà. Donc moi, vraiment, j'ai plutôt une appétence pour les chiffres. J'aime bien suivre tout ça. Et même si j'aimais pas, par contre, je pense que c'est hyper important. Parce que faire l'autruche, en fait, ça n'a jamais aidé personne. Et encore moins dans le monde des affaires. Faire l'autruche sur d'autres sujets perso, généralement, ça n'aide pas non plus. Mais bon, voilà, on fait comme on peut. Mais pour l'aspect activité professionnelle, c'est hyper important de suivre ces chiffres. Donc, en fait, même si ça fait un peu mal, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. En fait, au début, vous allez peut-être vraiment souffrir. Et puis, en fait, finalement, petit à petit, vous allez voir qu'en fait, ça va. Voilà. C'est un peu comme les impôts. Tu recules le moment où tu les fais. Et puis, finalement, quand tu les as fait, tu fais... Pourquoi je me suis embêtée? Pourquoi ça m'a alourdi cette charge mentale? Je me suis pris cette charge sur les épaules pendant 1 mois, alors j'aurais dû le faire tout de suite et c'était fait, on n'en parlait plus. Voilà. L'autre sujet un peu comme ça que j'ai repoussé dans la fin de mon activité salariée, c'était le RGPD. Alors j'y repoussais pas vraiment parce que j'en ai fait pendant 1 an beaucoup. Et là, ces derniers jours de mon activité salariée, c'était la partie que je devais finir. Et donc j'ai repoussé jusqu'au dernier jour pour vraiment complètement terminer. Et j'ai eu une réunion avec une personne du service juridique de mon entreprise. Et puis finalement, tout de suite, elle m'a dit non, mais ça c'est bon, t'inquiète, on le fera plus tard, etc. Ça pareil. Et en fait, je me dis en fait ma journée vient de se libérer, quoi. Mon esprit s'était déchargé complètement parce que finalement je m'en étais fait une montagne de ce qui me restait à faire et puis finalement, il n'y en avait plus autant, quoi. Et donc, si je l'avais fait précédemment, j'aurais sans doute été beaucoup plus légère dans les derniers jours. Alors que là, je me traînais le truc de il faut que je finisse par ça, il faut que je le fasse. Donc, voilà, si c'est un peu le rapport que vous avez de votre côté avec l'admin, la gestion, la compta, tout ça, il faut quand même se forcer un petit peu parce que ça sera mieux de le faire plutôt que de reculer sans arrêt et voilà. Et c'est hyper important de savoir où vous en êtes en fait dans votre activité. Ça serait trop dommage que vous vous rendiez compte trop tard qu'en fait là ça va pas, vous gagnez pas d'argent. Voilà, donc à minima c'est suivre parce qu'on n'a pas d'obligation de compta en micro-entreprise, mais à minima vous devez historiser dans un fichier Excel
tout ce que vous dépensez et évidemment tout ce que vous encaissez. Mais déjà, rien que ça c'est important. Sur une activité de vente, on a quand même aussi le registre des achats. Donc, normalement, il y a un minimum de suivi. Mais c'est vrai, comme tu disais, la comptabilité en micro-entreprise, elle est très, très allégée. Oui. Donc, voilà, même si c'est allégé, il faut quand même s'astreindre à avoir, j'allais dire un minimum. Et c'est pas un minimum, c'est vraiment le maximum de suivi que vous pouvez, quoi. Voilà, encore une fois, on vous demande pas compte de charges, compte de produits, etc. C'est vraiment le suivi, suivre les dépenses et les encaissements, c'est simple, c'est ultra simple. Et ça vous permettra aussi de suivre d'une année sur une autre ou d'un mois sur un autre, etc. Voilà, c'est bénéfique finalement pour tout le monde. Enfin, ah oui, c'est la base de beaucoup de choses. Quoi. Mais voilà, c'est à plein de points de vue, c'est bénéfique. Et puis pour fixer ses tarifs, pour toutes les décisions en fait qu'on a à prendre. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de mettre en avant, que l'administratif, on le fait pas juste par obligation. C'est un vrai outil derrière de gestion de l'entreprise, de stratégie, de prise de décision. Donc, même en restant à un niveau très simple et pour une petite activité, ça reste quelque chose d'important. Oui. Et tu sais, souvent, pour les loisirs créatifs, j'ai le sentiment que comme on est déjà beaucoup équipé à la maison, généralement, on a déjà le matériel, etc. On dit non mais c'est bon, j'ai pas beaucoup de charges. Sauf qu'évidemment, il y a toutes les fournitures créatives dont on a besoin, les consommables. Vraiment, si je fais des cartes, j'ai besoin du papier et ça, même si j'en ai aujourd'hui, fatalement à un moment donné, je vais avoir besoin d'en racheter. Et puis, il faut pas oublier que le matériel, il s'abîme et que potentiellement, il faut le remplacer. Ou à un moment donné, vous aurez envie d'investir dans un matériel plus performant, plus haut de gamme, etc. Donc, c'est ce genre de coût aussi qu'il faut pas oublier. C'est pas parce qu'aujourd'hui, vous avez déjà l'équipement qu'il faut pas envisager assez rapidement son renouvellement. C'est vrai. Et puis, sur cette question, comme on disait pour l'aspect vente, tu disais que on peut faire appel à quelqu'un ou se former sur les points qui sont plus compliqués. On n'est pas censé tout savoir comme ça, c'est pas inné. Tout le monde n'a pas fait des études de gestion, n'est-ce pas? Donc, mais c'est évident. Il y a quand même des solutions. Si ça paraît trop compliqué, on n'est pas obligé de gérer ça seul dans son coin. C'est exactement, moi, je crois que j'ai dû dire ça à toutes les 2 pages de mon livre. Limite, tu vois, je me disais, bon, c'est bon, ils ont compris. Mais vraiment, ce côté, se faire accompagner, c'est hyper important. Parce qu'en fait, ça peut être un métier où on se sent un peu seul. Parce que tout repose sur nos épaules. C'est nous qui allons faire la production, c'est nous qui allons faire toute la gestion, la communication, tout. Le service client, le recouvrement des factures si on est en prestation, tout. Donc en fait, on peut pas être des spécialistes de tout, sauf si en fait, vous avez déjà eu une vision d'ensemble dans votre activité précédente. Tu vois, par exemple, moi je trouve que c'est assez mon cas et donc je suis assez zen sur cette transition là, c'est plus une transition maintenant, ça y est. C'est parce qu'en fait, derrière moi, j'ai 20 ans d'expérience professionnelle et avec plein de choses. J'ai vu plein de choses. Et donc, il y a fort à parier que ce soit votre cas aussi, si vous êtes en reconversion ou en un chemin un petit peu différent de celui que vous avez pris jusqu'à présent. Vous avez cette expérience, il faut valoriser cette expérience aussi, quoi. Peut-être que c'était sur un domaine d'activité bien différent, mais finalement, vous savez travailler, vous savez écrire des emails, vous savez être rigoureux, etc. Donc toutes ces qualités-là, n'oubliez pas que vous les avez aussi en vous. Et c'est pas parce que vous ne faisiez pas exactement le métier là que vous envisagez de faire que vous n'avez pas plein de qualités aussi pour le faire. Merci pour tous ces conseils. Du coup, on arrive à la fin. Est-ce que tu as un dernier conseil donc pour se lancer ou développer son entreprise? Moi, je dirais il faut s'écouter, suivre son intuition. Si on sent que en fait c'est le bon moment pour se lancer, go. On se met en ordre de bataille, on se met en ordre de marche pour lancer cette activité. Ne pas oublier que ça se fera pas du jour au lendemain. Tu vois là, je suis pleine de bonne volonté pour reprendre le sport. Et je me suis dit ce matin,
Donc en reprenant le sport, je me suis dit, ça va prendre du temps, mais comme ça va prendre du temps pour mon entreprise et pour tout en fait. Voilà, ça ne viendra pas en un claquement de doigts, ça c'est certain. Il y aura des jours où ça sera plus difficile que d'autres, mais par contre, c'est l'endurance, la persévérance, la détermination qui fera la différence avec quelqu'un qui peut-être au bout de 4-5 galères va arrêter. Voilà, si vous considérez que les galères font partie du chemin et que justement c'est ce chemin qui est intéressant, il y a l'objectif certes, mais c'est tout le chemin qui est intéressant. Si vous considérez ça, vous devriez être assez zen la plupart du temps. Il y aura forcément des périodes un peu plus difficiles, mais la plupart du temps, vous devriez être assez zen et garder votre cap droit devant vous. Merci beaucoup, Mélanie. Avec plaisir. On peut te retrouver donc déjà à travers ton livre. Donc, on va rappeler ton livre Mon entreprise créative. Exactement, qui est édité chez Créapassion. Donc, le livre est disponible partout, dans toutes les librairies. Si vous le trouvez pas, vous pouvez le demander à votre libraire. Et évidemment, on peut le trouver en ligne, sur toutes les librairies en ligne. Et on te retrouve également donc sur le podcast et ton site Podcast Fema. Exactement. Et puis, si vous avez besoin d'être accompagné, alors sur les questions admin et compta, je laisse, plus admin que compta, je vais apprendre. Sur les questions admin, c'est plutôt Stéphanie, c'est plutôt toi qu'il faut contacter. Mais après, sur les parties marketing, vente, etc., n'hésitez pas à me contacter via le podcast, effectivement, le site podcastfema.fr. Il y a mes coordonnées, il y a un formulaire de contact pour me joindre. Je suis en train de formaliser une offre à destination des futurs ou des entrepreneurs créatifs actuels pour se développer aussi, pour les aider dans cette activité qui est passionnante, mais qui, il y a plein de questions, plein de doutes qu'on peut avoir, plein de questionnements, et c'est ce qui rend les choses passionnantes aussi. Tout à fait d'accord avec toi. Merci beaucoup, Mélanie, et à bientôt. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous apporte des conseils, mais aussi une source d'inspiration. Surtout, n'hésitez pas à aller voir les ressources. Vous avez les liens dans la description de l'épisode sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, mais aussi directement sur j'aime-la-paperasse.com. Vous allez voir si vous aimez les podcasts. Donc, vous retrouvez le podcast de Mélanie qui est très riche avec plein d'interviews pour vous inspirer, pour voir différents projets, différents parcours. Vous avez aussi le lien vers son livre. Enfin, je vous laisse regarder, tout y est. Et aussi, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire. Ça permet de savoir que vous appréciez les contenus et ça aide à les promouvoir pour que d'autres personnes puissent également les découvrir. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode.